Bonsoir à tous, bonsoir Ferdous. Bonsoir Gabriel. Comment vas-tu? Ça va super? En forme? Oui, très bien. Oui, en forme comme toujours. J'espère également que vous allez bien. Alors ce soir la thématique c'est quoi? C'est de la sensibilisation aux signes d'alerte des troubles neurodéveloppementaux. Programme assez chargé. Comme d'habitude, du coup, on est sur Instagram et sur Facebook. Les gens d'Instagram, n'hésitez pas en fait à aller voir toutes nos vidéos sur le groupe NeuroLive et sur Facebook. Comme ça, vous aurez accès donc à l'ensemble des vidéos. Ferdous, toi, c'est la deuxième fois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ensemble, hein, C'est ça. donc, programme assez chargé, hein, finalement. Ce soir, on a pas mal de choses à dire. C'est cool parce que du coup, on est dans les locaux, dans les magnifiques locaux donc de Pluralis. On va pouvoir faire la vidéo. N'hésitez pas évidemment en fait à partager en live donc la vidéo, hein, histoire que les gens donc puissent avoir accès directement à la vidéo qui est en train de se tourner. Évidemment, n'hésitez surtout pas aussi en fait à poser vos questions, à partager votre expérience. Nous, de notre côté, on va essayer du maximum qu'on peut également en fait de vous faire part un petit peu de notre ressenti par rapport à tous les patients en fait qu'on peut être amené à voir. Et puis voilà. Bon bah du coup en fait on a à peu près une heure devant nous. J'espère que donc le contenu sera informatif pour chacun d'entre nous. Et puis bah du coup c'est parti. Alors pour tout vous dire, avec plaisir. Voilà. Je t'en prie. Présente-toi. Pendant que je goûte le macaron. Ah oui, forcément. Alors moi je suis donc Ferdous, donc je suis Belfodil, du coup, je donne quand même mon nom. Oui. Je suis psychologue de formation et je suis aussi cadre de santé donc, à la PCO de Paris. C'est un nouveau dispositif créé dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Tout à fait. Et donc, du coup, qui vont permettre de mieux repérer les signes d'alerte précoces, les signes d'alerte du neurodéveloppement, des troubles du neurodéveloppement, et donc de pouvoir orienter, accompagner, diagnostiquer si besoin, et donc voilà. Du coup, merci pour cette présentation. Alors, on va pouvoir commencer donc. En gros, finalement, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un plan vraiment comme ça, parce que comme d'habitude, en fait, le NeuroLive, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, les gens en fait peuvent directement interagir, et donc ça, forcément, ça nous amène aussi à discuter de rebondir finalement en fait sur les réactions des gens. Si vous êtes d'accord, en gros, ce qu'on va faire, on va présenter donc brièvement en fait ce que sont les troubles neurodéveloppementaux, parce que là, comme ça, peut-être que ça parle pas déjà en fait à tout le monde. Donc, troubles neurodéveloppementaux, qu'est-ce que c'est? Ensuite, Ferdous nous parlera en fait en gros donc du développement neurotypique, hein, finalement en fait d'un enfant donc c'est quoi, 3 mois, 6 mois, 12 mois? Ouais, plutôt de 0 à 6 mois, okay. Ensuite 12 mois, 18 mois, 24 mois, mais on peut spécifier aussi ce qui est attendu chez l'enfant à 2 mois, à 4 mois, enfin voilà. Super, mais brièvement. C'est très intéressant et ça sert carrément de repère donc pour pas mal de parents. C'est ça. Et ensuite, ce qu'on fera en fait, c'est qu'on présentera donc alors brièvement, je dis brièvement, c'est normal parce qu'en fait on n'a qu'une heure devant nous. Et en gros, en fait, on parlera TDAH, on parlera des troubles des apprentissages, donc en gros tous les 10. On parlera du TSA, on parlera alors également en fait des troubles moteurs. Ouais, troubles moteurs. Tout ce qui est... Après, tous les troubles non spécifiques, tu sais, des expositions prénatales à l'alcool ou à des choses comme ça qui peuvent causer les autres troubles du neurodéveloppement. Mais bon, je pense qu'on n'en parlera pas beaucoup de ça. Ouais, en fait, on verra du coup si les gens en fait ont des questions ou pas. Et également, alors du coup, si vous êtes d'accord, juste je voudrais brièvement parler en fait du haut potentiel également, même s'il ne s'agit pas d'un trouble neurodéveloppemental, c'est puisqu'en fait, en gros, il va y avoir particularité sur le plan cognitif et qu'il y a des répercussions sur le plan comportemental, émotionnel et psychologique. On trouve ça intéressant aussi en fait de pouvoir en parler. Alors, du coup, donc c'est parti. Trouble neurodéveloppemental. Pour ma part, en tout cas, j'aurais trois points en fait à rappeler, 3 choses essentielles à rappeler. Trouble neurodéveloppemental, c'est quoi? C'est un trouble inné. Inné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on naît avec un trouble neurodéveloppemental, à la différence d'un trouble acquis. Un trouble acquis, c'est typiquement, en gros, lorsque vous avez un traumatisme crânien suite à, par exemple, un accident. Donc ça, c'est quelque chose en fait que vous avez à un moment donné en fait de votre vie, mais que vous n'aviez pas à la naissance. Donc un trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble inné. Encore une fois, donc on est avec un trouble neurodéveloppemental. Évidemment, ça ne dépend pas du tout de, je sais pas moi, par exemple, comment papa ou maman aurait bercé l'enfant, comment papa ou maman aurait donné manger à l'enfant. Non, il s'agit en fait encore une fois d'un trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble inné. La deuxième chose que j'aurais à rappeler, c'est que donc le trouble neurodéveloppemental ne dépend pas d'un retard mental. Donc ce n'est pas parce que l'enfant, par exemple, présente un retard mental
que demain il va présenter un TDAH ou par exemple une dyspraxie ou une dyslexie. Et la troisième chose, c'est que le trouble neurodéveloppemental ne dépend pas d'un handicap physique. Par exemple, un enfant qui... je sais que tu rigoles parce que c'est par rapport à la... Oui, j'ai mimé en fait une situation tout à l'heure et apparemment c'est resté en mémoire. En gros, ne dépend pas d'un handicap physique, ça veut dire quoi? C'est... ce n'est pas parce que l'enfant... Ce n'est pas parce que l'enfant, exemple, autre exemple. Ouais. Pas celui de tout à l'heure. Ok. Ce n'est pas parce qu'en gros l'enfant aurait un trouble moteur qu'il y aurait en fait une dyspraxie. L'enfant, ce n'est pas parce que, je dirais rapidement, il lui manque par exemple 3 doigts que en gros en fait il présente une dyspraxie. Donc le trouble neurodéveloppemental ne dépend pas d'un handicap physique. Voilà. Donc ça c'est les 3 choses que je voulais rappeler. Et si on peut juste donner la définition du DSM-5 qui définit justement les TND, donc les troubles du neurodéveloppement, comme un ensemble de mécanismes, donc la définition exacte. Voilà, il mange son macaron tranquille. Donc l'ensemble des mécanismes qui vont guider la façon dont le cerveau va pouvoir développer, orchestrer toutes les fonctions cérébrales, les fonctions motrices, les fonctions exécutives, cognitives, voilà, la structuration psychique, tous les comportements, etc. Et donc, l'idée dans la définition du DSM-5, c'est que les troubles du neurodéveloppement, c'est vraiment un processus dynamique et que c'est tous ces facteurs-là, qu'ils soient environnementaux, affectifs, socioculturels, génétiques, biologiques, parce que c'est aussi important, tous les examens complémentaires, mais on pourra en reparler après. En fait, voilà, il faut vraiment se représenter la chose comme un processus dynamique où tous ces facteurs vont interagir entre eux et donner naissance à un trouble du neurodéveloppement. On peut ou pas rappeler c'est quoi le DSM-5, brièvement? Vas-y. C'est c'est la première fois qu'on a fait celle-là. C'est en gros le livre de classification hein, des différents... Des statistiques des maladies. Voilà, des troubles, des pathologies américains. Parce qu'en France, on a la CIM-10, la classification internationale des maladies. Du coup, la CIM-11 va sortir, mais je ne sais pas quand. Je sais pas non plus, t'as pas eu l'info en exclusivité. Non. Mais promis, si je l'ai, je vous ferai part de cette information. Donc ça, c'était pour vraiment une présentation déjà ultra brève de ce que c'est qu'un trouble neurodéveloppemental. Maintenant, alors du coup, si en fait on reprenait sauf sinon, tu as d'autres choses à dire? Non, pas forcément, mais de juste rappeler que dans les troubles du neurodéveloppement, on retrouve le retard mental, donc ce qu'on appelait avant la déficience intellectuelle et qu'aujourd'hui on appelle le handicap intellectuel. Il y a eu de gros changements, mais voilà. Ensuite, on a le trouble du spectre autistique, les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, les troubles moteurs, le trouble de la communication, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et tous les troubles du neurodéveloppement, justement, qui sont spécifiés, donc associés à une exposition prénatale, par exemple, à des toxiques comme l'alcool ou à des drogues, etc. Mais... non, c'est très très bien de le dire, du coup, c'est très très bien de le dire. Là, du coup, maintenant, si en fait on reprenait un petit peu donc le développement neurotypique, normal, d'un enfant de 0 à 6 mois, et puis après Alors, du coup, d'un enfant de 0 à 6 mois, d'abord, le bébé à 2 mois, si vous voulez, il est censé pouvoir faire plusieurs choses, comme par exemple réagir à des bruits inattendus. Il est aussi censé pouvoir tourner sa tête à gauche ou à droite lorsque vous lui présentez un objet lumineux ou un jouet ou quelque chose qui puisse l'intéresser. On peut dire un truc juste en fait avant ça, en fait c'est vrai, j'y pensais. Ouais. C'est on est bien d'accord qu'on ne panique pas si là, par exemple, l'enfant ne fait pas ça. Complètement. On est d'accord, hein. Complètement. On ne panique pas si là, l'enfant, en gros, si vous êtes en train de regarder et que vous prenez des notes, s'il vous plaît, en fait, ne paniquez pas si votre enfant ne fait pas ça aujourd'hui, d'accord? C'est simplement en fait des signes d'alerte d'une éventualité de peut-être il y aurait quelque chose à faire. Mais on est dans la prévention, quoi qu'il arrive. Exactement. On est vraiment dans la prévention, donc j'allais dire mieux vaut avoir une espèce d'inquiétude un peu saine. Je sais pas si c'est un oxymore de dire inquiétude saine, mais l'idée, c'est quand même d'être attentif et vigilant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces âges-là et le cerveau est en
est en mutation et en évolution extrêmement importante, en fait, entre 0 et 3 ans. Et donc, il y a quand même des passages qui sont obligatoires. Il y a des étapes qui sont censées être acquises à certains âges. Et c'est vrai que s'il y a des retards, ce qu'on disait tout à l'heure, même généralisés dans d'autres domaines, là, il faudra aller voir donc, le médecin. Mais là, en fait, l'idée, c'est juste de vous donner des repères pour que vous puissiez plus facilement voilà, et intervenir au cas où, parce que voilà, on sait qu'il y a une plasticité cérébrale dans ces âges-là, et plus on intervient rapidement et précocement, et plus on va améliorer le pronostic et la trajectoire développementale de l'enfant. Et donc, voilà, on vous donne juste des repères pour vous aider à mieux cerner les écarts de développement s'il y en a, et d'agir rapidement, d'agir tôt. Carrément. Voilà. C'est bien de le rappeler. Donc, ce que je disais, c'est que avant 2 mois, ou à 2 mois même, le bébé est censé pouvoir réagir à des bruits inattendus. Il est censé pouvoir, un peu sur le plan moteur, tourner sa tête lorsqu'on lui présente un objet lumineux, un jouet ou quelque chose qui l'intéresse. Il est censé pouvoir vous regarder ou regarder en direction, encore une fois, d'un bruit ou de stimulation. Il est parfois en mesure de pouvoir tendre sa main pour essayer d'attraper un objet, parfois, voilà. Donc l'idée, c'est qu'il faut être vigilant à ces âges-là. Si par exemple votre enfant ne réagit pas à des bruits inattendus, n'essaye pas de tourner sa tête, par exemple, lorsque vous lui présentez un objet, un jouet ou, je sais pas, de la nourriture. Voilà, à partir du moment en fait où vous posez des questions sur l'audition de votre enfant à cet âge-là, n'hésitez pas à consulter votre médecin et à lui faire part de vos inquiétudes. Voilà, donc après, encore une fois, et ça, je pense qu'il est important de le préciser, les deux alliés des professionnels de la petite enfance et des professionnels de première ligne, dans la période périnatale, donc de 0 à 12 mois, c'est vraiment le regard et l'audition. C'est vraiment très, très important. Et donc, c'est sur ces 2 points-là qu'on devra être hyper vigilant. Exactement, parce que ce sont des très, très bons indicateurs, en fait, du développement de l'enfant. Et donc, voilà, à 2 mois, c'est ce qui est attendu, en tout cas. Ok. Évidemment, après, tout l'aspect un peu somatique lié au sommeil, à la digestion, est-ce qu'il régurgite, est-ce qu'il mange bien, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il pleure beaucoup, ou est-ce qu'il pleure pas assez, est-ce que c'est un bébé trop calme, ou Bien sûr. voilà, c'est toutes ces questions aussi sur le plan un peu somatique sur lesquelles il faudrait aussi être vigilant, du coup. Oui, parce que finalement, en fait, même à cet âge-là, en fait, le bébé a sa façon de communiquer, et en fait, le tout, c'est de voir en fait comment en fait le bébé communique. C'est ça. Effectivement. Du coup, à 4 mois, et dès 3 mois d'ailleurs, hein, le bébé est censé pouvoir être dans une ébauche, ou en tout cas avoir des acquis concernant les interactions sociales qui seraient un petit peu en émergence, concernant par exemple le sourire. Dès 3 mois, il est vrai qu'un bébé, lorsqu'il est bien installé, qu'il a bien mangé, qu'il a bien dormi, il est censé pouvoir, lorsque vous lui souriez, il est censé pouvoir avoir un sourire-réponse, en fait. Il est censé pouvoir donc, du coup répondre à votre sourire et son visage est censé s'illuminer et sourire à son tour. Et en fait, dans ce signe-là, si on veut, il y a déjà un marqueur, c'est un marqueur social, c'est-à-dire que pour votre bébé, il est en train de vous dire qu'il est dans une situation qui lui procure une sensation agréable, positive, et qu'il a envie de communiquer avec vous. Et ça, c'est un premier message social. Mais ça montre aussi autre chose, c'est que, si tu veux, ça montre aussi qu'il est, à cet âge-là, capable d'encoder certaines informations, comme les expressions faciales, les mouvements du visage, et donc, il est capable de les comprendre, il est en capacité d'enregistrer l'information, de la traiter, et puis de l'interpréter, de la traiter et de l'interpréter, et ensuite d'y répondre. Dès 3 mois. Donc, si tu veux, à 6 mois, si votre enfant n'a pas ce sourire-réponse, n'est pas dans la réciprocité, dans l'échange et dans l'interaction, dans le partage en fait de plaisir ou de déplaisir parfois, ça peut être un signe d'alerte. Si vous avez d'autres inquiétudes
qui concernent d'autres domaines du développement, voilà, encore une fois, comme la motricité, la communication, d'autres comportements. Voilà. Si vous avez des inquiétudes un peu dans tous ces domaines-là, c'est vrai que ce sont des marqueurs en fait, qui devraient vous amener à consulter votre médecin et lui faire part de toutes ces inquiétudes-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment important parce que finalement, là, la vidéo de ce soir, en fait, alors évidemment, donc, ça s'adresse en fait aux parents Ouais. et ça s'adresse également, en fait, on va le voir un petit peu par la suite, mais ça s'adresse également, en fait, finalement, aux médecins hein, qui Complètement. parfois, bon, alors là, évidemment, donc en tant que pédiatre, oui, les pédiatres, en fait, ont toutes ces connaissances-là, mais par exemple, bon, du coup, pour les âges un peu plus avancés de l'enfant, est-ce que, par exemple, le médecin généraliste sait exactement ce qu'est les TND ou ce genre de choses? Là, pour le coup, ça sera intéressant, je trouve, en Ouais. fait, de les sensibiliser aussi. C'est ça, mais après, on pourra en reparler un peu des médecins généralistes ou des médecins scolaires ou des médecins de Ouais. PMI qui parfois, malheureusement, ou enfin voilà, en tout cas, on peut que le déplorer, ne connaissent pas vraiment les signes d'alerte précoce, ne connaissent pas les facteurs de haut risque de troubles du neurodéveloppement. Et tout ça, ça passe aussi par la Bien sensibilisation, sûr. la formation de ces médecins de première ligne qui, eux, peuvent justement orienté auprès des PCO, quoi, des plateformes de coordination et d'orientation. Voilà, petite publicité. On prendra le temps, après Bien sûr, bien d'en sûr. parler PCO. Justement, en fait, on avait fait une première vidéo sur la PCO. Ouais. Et c'est du coup, c'est un dispositif plus que nécessaire et c'est important en fait pour vous parents et d'ailleurs aussi professionnels Bien sûr, de bien sûr. santé de savoir, de prendre connaissance en fait de l'existence des PCO. C'est ça. Donc du coup, alors, ensuite, là on a parlé des 6 mois, mais entre 6 et 9 mois, votre bébé est censé rire aux éclats, est censé attraper des objets, par exemple, les jeter. Donc, il teste la gravité à plusieurs reprises. Il est Ce censé... qui l'amuse beaucoup d'ailleurs. Pardon? Ce qui l'amuse beaucoup Ouais, normalement. complètement. Donc voilà, il teste aussi votre patience, Ouais. souvent. Il est dans les babillages, il essaye de faire quelques vocalises, etc. Et donc pareil, lorsque on se renseigne bien, et d'ailleurs, il y a un outil qui est génial, et je sais qu'il y a... Enfin, malheureusement, il y a peu de personnes en fait qui ont le réflexe d'aller voir, d'aller consulter cet outil. En fait, c'est le carnet de santé qui, à chaque âge clé du développement, est censé faire un rappel de tous les acquis que l'enfant est censé pouvoir avoir dans les différents stades de développement. Et du coup, à 9 mois, le carnet de santé vous informe que votre bébé est censé faire ça, etc. Et que s'il n'a pas coché ces critères-là, il faudra faire des examens complémentaires, voilà, auprès du médecin pour un peu dissiper les doutes si vous en avez. Voilà. Je m'occuperai après des commentaires. Ouais, parce que ça Merci perturbe Cindy un petit pour peu. ta participation. Non, c'est cool. Ok. Cindy, c'est une habituée, Cindy. Ok. Elle est là depuis le début. Donc voilà, à 6 mois, il est, par exemple, sur le plan moteur, l'enfant il est censé bien se tenir assis. Donc la posture, c'est aussi hyper important. Donc à 9 mois, a fortiori, il est censé vraiment avoir cette posture-là et parfois même être dans les prémices d'essayer de se tenir debout. Donc la posture assise est évidemment acquise normalement depuis un moment. Et donc voilà, lorsqu'on a des inquiétudes justement sur le développement moteur, et ben voilà, ça fait aussi partie des signes qui peuvent alerter le parent ou les professionnels, je pense de crèche ou de PMI, etc. C'est des choses sur lesquelles il faudrait être attentif. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, c'est que dans la période périnatale de 0 à 12 mois, les frontières entre les différents troubles du neurodéveloppement, donc TSA, troubles moteurs, handicap intellectuel, etc., en fait, ils partagent des modalités d'expression symptomatologique communes, et il est difficile de pouvoir distinguer à ces âges-là de quel trouble du neurodéveloppement il s'agit. Mais encore une fois, on a quand même des indicateurs, on le disait tout à l'heure, le regard et l'audition, c'est quelque chose qui aide vraiment en fait les professionnels et j'espère les familles qui seront sensibilisées à ça de pouvoir détecter des signes d'alerte. Mais c'est vrai que dans cette période-là, il y a vraiment des modalités d'expression qui sont communes et c'est compliqué c'est pour ça qu'après, cerner le trouble. Voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, en fait, en gros, on est attentif en fait à tout ça. On ne panique pas, ça. mais voilà, on est attentif, on se dit ah tiens, là c'est bizarre.
il y a quelque chose qui ne se développe pas, entre guillemets, normalement. Je sais que ce mot, en fait, est très moche, mais bon, il faut quand même, en fait, du coup, On dit qu'on de utilise manière ce mot, adaptée, voilà, de manière de ce qui adaptée. est attendu. Voilà. Mhm. Et donc à ce moment-là, en fait, on va voir donc le professionnel compétent et concerné pour qu'il puisse un peu nous aider et nous donner quelques informations, quelques pistes pour éventuellement aider en fait au développement peut-être plus rapide de telles compétences qui, pour l'instant, en tout cas, ne se développent pas de manière adaptée. C'est Et là, ça. pour le coup, donc idéalement, en fait, il vaut mieux aller voir le pédiatre hein, dans un Alors, premier temps quand même. le pédiatre, oui, et puis quoi qu'il en soit, on parlait même au médecin généraliste qui, lui, fera un courrier détaillé à un neuropédiatre si besoin, un Ouais, pédiatre ou un pédopsychiatre, voilà. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que il faut pas oublier la réalité enfin, des choses, c'est que, admettons comment dire, qu'un parent repère des signes d'alerte, a quelques inquiétudes, et il en parle à son médecin généraliste. Il dit voilà, sur le plan moteur, bah, j'ai ces inquiétudes-là. Enfin, il a 10 mois, il tient toujours pas assis correctement. Il est même pas dans la communication. Il n'y a pas de sourire adressé. Ses nuits sont extrêmement agitées. Il a une sélectivité alimentaire telle que ça devient quasiment impossible de le nourrir. mm, Enfin, bref, des questions un peu sur sur tous les domaines de développement. Et du coup, ce serait, enfin, le parent peut dire au médecin, voilà, est-ce qu'il y a un spécialiste qui pourrait m'aider? Et on sait que ça prend du temps ensuite. bien sûr, Lorsque le médecin c'est vrai. généraliste, déjà, il y a très peu de neuropédiatres, enfin, voilà, on le sait, il y a très très peu de neuropédiatres. Et le temps d'avoir un rendez-vous, enfin, il peut se passer des mois avant d'avoir un rendez-vous et on perd du temps, surtout dans ces âges clés, encore une fois. Donc, dans l'intervalle, le médecin peut prescrire bah, des interventions de kiné ou de psychomotricien pour pouvoir justement intervenir, essayer de pallier un petit peu. Carrément, carrément. Est-ce que je Ouais. peux, alors de toute façon, là, on va Ouais. continuer, hein, mais est-ce que je peux dire aussi que parfois, justement, l'entrée à la crèche, l'entrée à l'école, que ce soit en petite section de maternelle ou par exemple, justement, en fait, au CP, ça peut être un sacré indicateur Ouais. Ouais. des compétences, en fait, de l'enfant et de où se situe l'enfant un peu par rapport à la norme. Complètement, parce que quand on est parent, enfin, notre enfant, souvent, on n'est pas souvent amené à le mettre, Comparé voilà, ou. c'est ça, Ouais. à le comparer, surtout quand c'est le premier, Oui, et que, voilà, on n'a pas d'autres enfants, on se dit, bah, en fait, à qui le comparer? Est-ce que son frère, il faisait ça ou pas ça à cet âge-là? Enfin, voilà, on peut pas avoir les particularités de chaque enfant, et donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que souvent, c'est dès que l'enfant entre dans des sphères de socialisation comme la crèche ou l'école, etc., c'est là où on commence à voir les blocages, notamment mhm. dans la sphère des interactions sociales. Oui, C'est là où ça commence à devenir un peu criant, si tu veux. c'est ça. Et le parent voit souvent le décalage à ce moment-là. Et d'ailleurs, parfois, ne le voit même pas. C'est les maîtresses qui, elles, sont très habituées à voir beaucoup d'enfants. Elles ont intégré une espèce de grille de cotation, tu vois, de dire, ah ben lui, il s'écarte par rapport à la norme. Et donc, du coup, il y a des inquiétudes. On commence à essayer de trouver des solutions pour que l'enfant puisse mieux entrer dans les apprentissages. Et donc, c'est là où souvent, malheureusement, le parcours du combattant commence, en tout cas pour certaines familles où ça devient plus compliqué. Oui. Décalage d'ailleurs en fait que tu disais hein, que les parents donc en fait voient ou pas ou qui malheureusement en fait acceptent plus ou moins de voir ou pas. Ouais, d'ailleurs, c'est dingue parce qu'il y avait des études qui montraient que il y avait, enfin, les études portaient sur les mamans d'enfants qui présentaient un trouble du neurodéveloppement et donc il y avait des cohortes donc, qui étaient suivies et on a remarqué que chez ces mamans-là, avant même que le diagnostic soit posé chez leurs enfants, on voyait que ces mamans-là hyper stimulaient leurs enfants, comme si elles Ok. savaient de manière inconsciente que Qu'il l'enfant fallait. avait Ok. un retard, Ok. sans se le dire et sans avoir forcément les connaissances théoriques et cliniques sur quels sont les signes d'alerte, etc. Il y avait comme une espèce de compensation innée chez la maman, tu vois, qui se mettait en place et comme si elle savait que son enfant était un peu différent. Et donc, elle le surstimule Pour, pour compenser le retard parce qu'elle l'a intégré et c'est comme une espèce de stratégie d'adaptation, de ouais, coping, tu ouais, ouais. sais, de faire face. Et Super intéressant. il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça fait partie aussi des signes qui, pour nous, ensuite, enfin, cliniciens, lorsqu'on reçoit des patients et des familles,
On peut déjà comparer. Oui. Il y a des parents qui vont investir, surinvestir en fait leur enfant, le surstimuler. Donc c'est déjà un indice pour nous de se dire ah oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Est-ce qu'il y a pas quelque chose? derrière ça. Ok, super intéressant. Est-ce qu'on J'ai alors trop du coup- parlé. Non, bah, de toute façon c'est sur 10 minutes, c'est pas. Tu veux connaître jusqu'à combien de mois? Bah, je sais pas, je me dis 18 mois et après on Allez, pourra on peut-être va parler chez 18 mois. des tests. 18 Ouais. mois, c'est vraiment aussi l'âge clé parce que c'est Donc, ça, l'apparition. encore, ouais, vas-y. Ouais, mais c'est 5-10 voilà. minutes. Ok, c'est l'apparition du langage en fait. À 18 mois, et à 18 mois, l'enfant est censé pouvoir dire entre 4 et 5 mots. À 2 mois, il est censé faire des petites phrases de 2 mots. Et donc, c'est vrai que si à cet âge-là, votre enfant à 18 mois ne dit toujours pas 4 ou 5 mots, ou si vous attendez encore un petit peu et qu'à 2 ans, vous voyez qu'il ne fait pas des petites phrases de 2 mots, eh ben, n'hésitez pas encore une fois à aller consulter votre médecin et lui faire part de vos inquiétudes, etc. On sait par exemple qu'à 24 mois, 9 enfants sur 10 sont capables de faire des phrases de 2 mots. Donc, encore une fois, on essaye de comparer l'enfant par rapport à une population du même âge et on se rend compte qu'il y a qu'il y a un écart de développement, qu'il y a un retard de langage. Et donc là, encore une fois, ce qui est toujours important de se dire, c'est que la première chose à faire avant de conclure un retard de langage, c'est qu'il faut savoir est-ce que l'enfant entend bien déjà. Et donc, on sait que des otites chroniques diminuent l'audition, par exemple. Et là, il faut demander à votre médecin de vous orienter vers un ORL qui va lui préciser les choses. Et une fois que les examens ORL vont conclure à une absence de surdité, du coup, comment dire, le trouble du neurodéveloppement, enfin, pas forcément le trouble du neurodéveloppement, mais le retard de langage pourra être mis un peu plus en avant. Mais il peut juste y avoir un retard de langage. Alors que si, par exemple, on observe qu'il y a un retard de développement généralisé dans d'autres domaines, donc dans la motricité fine ou dans la motricité globale ou dans les interactions sociales, la communication aussi, pas forcément une pauvreté juste dans le langage, mais la communication au sens large. Un enfant qui ne veut pas partager ses intérêts avec vous, un enfant qui indique pas les choses, qui ne pointe pas, un enfant qui n'est pas dans la réciprocité, qui a du mal à décoder parfois certaines expressions faciales, des choses comme ça. Et du coup, par ricochet, a du mal à répondre à ces expressions. Et ben, on voit qu'il y a une pauvreté dans la communication non verbale. Et donc, on voit que ça se généralise et du coup, il faut aller consulter encore une fois le médecin et évidemment, ce n'est qu'après en fait une observation fine et prolongée qu'on peut déterminer s'il s'agit ou pas d'un trouble du neurodéveloppement. On est d'accord que à partir du moment en fait où on peut avoir un doute ou des interrogations par rapport en fait au développement de notre enfant, Ouais. il n'y a jamais aucun mal en fait à aller consulter. Pas du tout, mais on va au aller contraire, consulter, au voilà, contraire, c'est ça. On au va contraire. consulter et on va avoir l'avis d'un spécialiste normalement Mhm. par rapport au développement de notre enfant. Mhm. Donc, et c'est différent que d'aller se renseigner, je pense, sur Internet. Hein. Ah Parce oui, que, ah oui. voilà. Parce qu'en fait, c'est normal, le premier réflexe, en fait, c'est d'aller sur Internet pour voir qu'est-ce qui se dit sur Internet. Mhm. Mais ça, Mhm. généralement, bon, ça peut donner quelques pistes, mais souvent, du coup, c'est super anxiogène pour rien. On se dit, bah mince, et tout, mon enfant, ça veut dire qu'il a ça. Et puis, ou alors parfois, du coup, on va avoir le retour d'autres personnes, mais qui ne sont pas non plus en fait expertes. Donc, il vaut mieux en fait aller voir voire deux spécialistes pour voir un peu donc justement en fait qu'est-ce que le spécialiste peut dire par rapport au développement de notre enfant. Et puis après, voilà, on reste quand même attentif et plutôt vigilant Bien par sûr. rapport à sûr. son compétence. Bien sûr. Et ne pas hésiter à demander, enfin, j'imagine que l'un des premiers réflexes des personnes, c'est d'aller voir le médecin traitant, donc qui est souvent le médecin généraliste, et du coup, ne pas hésiter à lui dire de solliciter d'autres spécialistes et de construire un compte-rendu vraiment précis et détaillé, intégrant vos inquiétudes et ses observations, et vos observations aussi en tant que parent, parce qu'on l'oublie souvent, mais le parent, c'est l'expert de son enfant et il fait partie de la relation. Moi j'ai tendance à les considérer vraiment comme des collaborateurs, quoi. Voilà, ils ont leur expertise et c'est vrai que nous, on connaît le domaine un peu plus médical et clinique, mais ils restent l'expert de leur enfant et chaque enfant est différent
Et donc, c'est hyper important de pouvoir considérer ça. Donc, le dire aussi au médecin généraliste, Oui. qui, lorsqu'il souhaite solliciter un neuropédiatre ou un pédopsychiatre, ou enfin, peu importe, un spécialiste, de vraiment étayer dans son compte-rendu toutes les observations, les inquiétudes et les doutes des parents. Est-ce que... je m'en occupe. Ok. On continue ou pas sur le développement de l'enfant? Bah après, oui, enfin, juste encore une fois, tout ce qu'on a pu raconter là depuis le début, donc ces signes d'alerte, ces petits écarts de développement, les retards que vous avez pu observer, s'ils persistent, et ben là, vraiment, allez vite voir le médecin, du coup. C'est pas pour inquiéter, mais vraiment pour dire que si ces signes d'alerte-là persistent, c'est important d'aller. Et puis autre chose de très important, c'est des situations qui sont un peu rares, mais qui arrivent quand même. On peut aussi remarquer que son enfant se développe très bien et puis d'un coup, il s'arrête. On a l'impression qu'il ne comprend plus les choses comme il les comprenait avant, qu'il a commencé à dire des mots, à verbaliser, etc. Mais que maintenant, il est rentré dans un espèce de mutisme et il ne parle plus ou il ne comprend plus. Et on a même l'impression qu'il régresse dans certains domaines. Ça, c'est vraiment, vraiment l'un des signes d'alerte. Attention, attention. Ça, et puis tu sais aussi bien que moi, c'est qu'en gros, en fait, souvent, un problème va engendrer d'autres problèmes. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir par exemple un retard au niveau du développement du langage, ça va entraîner des difficultés ou un trouble au niveau du comportement, ça va entraîner des... c'est systémique, ouais. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des difficultés ou en tout cas un retard dans le développement par exemple de l'autonomie. Il va y avoir des difficultés au niveau des capacités attentionnelles, des capacités mnésiques, parce qu'en fait à la base il y avait un premier retard de développement dans une compétence donnée qui a engendré du coup derrière d'autres difficultés. C'est diffusé. Exactement. Et donc après là au final en fait on se retrouve en tant qu'adulte à ne pas savoir ce qu'il faudrait faire, que présente l'enfant comme problématique, alors qu'en fait à la base c'était vraiment juste un seul retard ou un trouble dans un domaine spécifique qui a engendré d'autres difficultés. C'est pour ça qu'en fait, idéalement, oui, effectivement, il vaut mieux aller tout de suite consulter. Encore une fois, en fait, on fait de la prévention. Et dès qu'en fait, on a un doute, on va quand même consulter. C'est ça. Sans, encore une fois, s'inquiéter. Exact. Est-ce qu'on commence ou pas à présenter, du coup, donc, les différents troubles du neurodéveloppement? Oui. Ouais. Ok. On commence par le TDAH. Ouais, bah vas-y, oui. Ouais, ok. Alors, parce qu'en fait, en gros, donc, tout ça, donc pour l'instant, en fait, en gros, on a fait donc avant l'âge de 6 ans. Dans les troubles du neurodéveloppement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que donc c'était inné. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que l'enfant naît avec ce trouble neurodéveloppemental. Mais en fonction de certains troubles, vous avez des troubles qui vont pouvoir être diagnostiqués à partir d'un certain âge. Typiquement, le TDAH, on ne va pas pouvoir le diagnostiquer à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 2 ans, il y a tout plein de choses encore qui ne sont pas encore assez développées chez l'enfant. Donc, en fait, on ne va pas être en mesure de pouvoir évaluer de façon spécifique les capacités attentionnelles de l'enfant. Mais comme il s'agit de troubles innés, il va y avoir de nouveau en fait, certains signes qui pourraient nous laisser penser que éventuellement, à partir de l'âge de 6 ans, ça serait quand même bien de pouvoir faire un bilan adapté. Ça serait quand même bien en fait, de voir un petit peu quelles particularités pourrait présenter l'enfant. Parce que si demain il y a besoin de poser un diagnostic, alors certes, on pourra poser le diagnostic à partir de 6 ans ou 7 ans, mais ça ne veut pas dire qu'avant on ne fait rien. En fait, on peut très bien agir sur le développement de l'enfant, on peut très bien amener l'enfant en fait, à améliorer certaines compétences avant l'âge de 6 ans pour tout simplement pour pallier en fait, à ces difficultés. TDAH, ça veut dire quoi? Trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. On dit bien déficit. Ça veut dire quoi déficit? Ça veut dire qu'en fait, peu importe le niveau d'intérêt de l'enfant, peu importe sa motivation, peu importe dans quel état d'esprit il se trouve, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien, peu importe le niveau de difficulté de la tâche qu'on lui propose, l'enfant présente un déficit. Ça veut dire qu'en fait, il voudrait pouvoir focaliser son attention, mais il n'y arrive pas. C'est important parce que en fait, un manque de motivation. Exactement. Ça a différencié en fait d'un manque de motivation, ça a différencié d'un caprice aussi. De caprice ou d'un dysfonctionnement sur le plan attentionnel. Là, nous, à 20h40, peut-être que du coup, évidemment, on sera plus enclin en fait à faire des erreurs d'inattention que s'il était 11h du mat. C'est normal. C'est pas pour autant qu'on présente un trouble du déficit attentionnel. Donc, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais il s'agit d'un déficit sur le plan attentionnel. Le TDAH, comment ça se passe? En gros, en fait, l'évaluation se fait en 2 étapes.
vous allez avoir un bilan spécifique des capacités attentionnelles. Le bilan spécifique des capacités attentionnelles, comme son nom l'indique, donc en fait, est là pour évaluer de façon spécifique les capacités attentionnelles chez l'enfant. En gros, on va évaluer les capacités attentionnelles en modalité auditive, visuelle, en tâche simple, en double tâche, modalité sélective, attention sélective, attention soutenue. Donc les différentes modalités sur le plan attentionnel, indépendamment de ses compétences, que ce soit au niveau de la compréhension verbale, au niveau logique, au niveau visio-spatial. Le tout, c'est de voir comparativement à sa tranche d'âge, puisque du coup il s'agit de bilans qui sont normés, donc en gros standardisés, en fait on va voir où se situe l'enfant par rapport à sa tranche d'âge. Indépendamment, encore une fois, des attentes des parents, des observations des parents, et puis indépendamment du niveau d'exigence de l'école. Là, le tout, c'est de voir, encore une fois, par rapport à sa tranche d'âge, où est-ce qu'il se situe. Donc ça, c'est la première phase, en fait, la première étape du bilan. Deuxième étape du bilan, c'est quoi? C'est un questionnaire spécifique des capacités attentionnelles qui va être remis donc aux parents pour voir le retour en fait des parents, pour voir si les parents, que ce soit dans le contexte quotidien en fait, en gros à la maison ou par exemple sur le contexte scolaire, est-ce que oui ou non il y aurait des difficultés sur plan attentionnel. Et même là, du coup, nous, en tant que praticiens, en fait, on va voir est-ce qu'il s'agit de vraies difficultés sur le plan attentionnel ou est-ce que non, il s'agirait de fluctuations sur le plan attentionnel dues à un manque de motivation. Exemple, un enfant qui, faut lui répéter 10 fois d'aller se brosser les dents avant de dormir, c'est pas forcément en fait un trouble attentionnel. Un enfant qui met 20 minutes avant de vouloir faire ses devoirs, par contre, il a aucune difficulté à rester concentré sur quelque chose qu'il apprécie. Ah, bah là, du coup, en fait, on se pose des questions. Est-ce que j'ai vraiment d'un déficit? Ou alors est-ce que non, c'est simplement que bah, vous lui proposez quelque chose qui ne l'intéresse pas réellement. Et à ce moment-là, du coup, nous, en fait, on va voir si oui ou non, tous les critères diagnostiques seraient remplis ou pas pour tendre ou écarter un trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Je fais super vite parce que c'est le temps qui nous manque. Une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il existe du coup plusieurs solutions. Donc là, en fait, on parle du principe qu'il s'agit vraiment d'un TDAH, d'accord? Et il ne s'agit pas en fait d'une autre difficulté qui aurait amené à des difficultés sur le plan attentionnel. Donc, s'il s'agit donc vraiment d'un TDAH, généralement, en fait, ce qu'on va proposer, alors il y a plusieurs formes de thérapie ou de prise en charge qui existent. Vous allez avoir de la remédiation cognitive. Remédiation cognitive, ce n'est ni plus ni moins que de la rééducation du cerveau. Il y a plusieurs programmes qui existent. Vous avez des programmes sur ordinateur, dont perso je suis pas vraiment fan. Je le dis pourquoi, parce que avoir le feedback d'un écran, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Avoir le feedback d'un adulte, d'une personne, normalement c'est quand même quelque chose qui marche mieux. En tout cas qui est beaucoup plus parlant. Parce que bah, au quotidien, l'enfant il est confronté à un adulte, à un prof ou à des élèves, pas à un ordinateur. Donc c'est pas grave, c'est celui-là qui compte. Okay. Donc en gros, on va avoir la remédiation cognitive, donc avec différents programmes qui existent, mais par exemple vous avez le programme Reflecto qui est plutôt pas mal, et donc celui-là en fait c'est avec un adulte. Vous allez avoir les groupes d'habileté sociale, perso j'aime beaucoup, parce qu'en fait un enfant qui présente un TDAH, malheureusement, par la force des choses, ça peut quand même arriver assez souvent en fait, qu'il ait des difficultés sur le plan des interactions sociales au niveau des codes de communication parce que bah, typiquement, en fait, il va y avoir une certaine impulsivité, donc il va avoir des comportements inadaptés, il va dire certaines choses qui vont être totalement inadaptées, donc en fait, il va falloir retravailler avec lui les codes de communication. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la connaissance de ces codes, mais c'est simplement qu'il a du mal en fait, à les appliquer. Donc, il faut reprendre tout ça en fait avec lui et ça va lui permettre de nouveau de regagner un petit peu plus confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est fait en individuel, c'est très bien, mais lorsqu'on va attendre de l'enfant qui réapplique au quotidien en fait toutes ces choses-là, bah, d'un coup ça peut être super difficile parce qu'en fait vous le mettez d'un coup hop dans une classe où il y a 30 élèves, il y a le regard de l'enseignant, tout ça. Ça peut être super anxiogène. Donc là le fait de pouvoir participer à des groupes, bah voilà, il est avec 5-6 autres enfants, ça va l'aider en fait à pouvoir retravailler tout ça dans un cadre de confiance. Donc il y a les groupes, il y a le programme Barclay qui est génial aussi, voilà, qui du coup est là pour conseiller les parents sur comment interagir avec un enfant qui présente des besoins spécifiques. Comme tu le disais à juste titre, vous en tant que parent, évidemment vous êtes expert de votre enfant, mais vous n'êtes pas forcément expert des besoins spécifiques de votre enfant. C'est normal. Vous connaissez votre enfant mieux que personne. Et du coup, le professionnel de santé, normalement, est censé quand même mieux connaître les besoins spécifiques de l'enfant parce que le professionnel de santé est censé savoir ce que sont que les troubles, ce que c'est que le handicap,
qu'est-ce qu'en fait on peut travailler avec l'enfant, parce que de quoi est capable l'enfant. C'est ça aussi qui est super important. Alors évidemment, tout ça se fait en communiquant avec les différents intervenants et les différents acteurs qui collaborent autour du bon développement de l'enfant. Donc le programme de Barclay est vraiment plutôt pas mal aussi, parce que finalement, en fait, ce n'est que j'ai envie de dire du bon sens, mais basé sur les besoins spécifiques d'un enfant. Prendre du temps avec l'enfant, accepter de s'intéresser au centre d'intérêt justement de l'enfant. Tout ça, en fait, ça fait partie du programme de Barclay. Juste pour finir sur le TDAH, la question du traitement médicamenteux. Évidemment, le traitement médicamenteux, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? En soi, dire si on est pour ou on est contre, ça n'a pas vraiment de sens. En fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que l'enfant aurait besoin ou pas. Partez du principe que le TDAH, c'est comme si, en fait, en gros, parce que c'est difficile à pouvoir se représenter un trouble ou un handicap non visible. Mais si l'enfant, en fait, il s'est cassé la jambe, bah, en fait, vous n'allez pas dire est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre le fait de lui mettre un plâtre. S'il faut plâtrer, il faut plâtrer, en fait. Donc, alors, même si, évidemment, en tant que parent, vous avez le dernier mot et vous êtes décideur de si oui ou non vous voulez donner un traitement médicamenteux à votre enfant. Maintenant, le professionnel, normalement, s'il prend le temps de connaître votre enfant, s'il a fait un bon entretien d'anamnèse, donc s'il a eu plein d'informations sur le développement et le parcours de votre enfant, si les résultats vont dans tel sens et si vraiment la plainte elle est basée sur les difficultés au niveau attentionnel et les difficultés surtout au niveau de l'hyperactivité, bah, c'est possible que du coup le médecin, donc neuropédiatre ou pédopsychiatre, propose un traitement médicamenteux. Maintenant, à voir encore une fois en tant que parent, si oui ou non vous souhaitez donner ce traitement à votre enfant. On peut très bien donner, voir les effets, c'est vrai, hein. Soit du coup il y a plus d'avantages que d'inconvénients, soit malheureusement non, en fait le dosage n'est pas bon, donc à ce moment-là en fait il faudrait revoir le dosage. Tout ça, c'est des choses qui sont carrément possibles et il faut échanger avec le médecin. Mais il n'y a pas de fatalité. Non, c'est vrai, il n'y a pas de fatalité. Et en même temps, je comprends à 200% les parents en fait qui vont dire bah franchement, je préfère en fait arrêter parce que je reconnais plus mon enfant. Et en fait, je préfère lorsque entre guillemets il casse tout que là de le voir en fait ultra inhibé. C'est tout à fait normal aussi. C'est tout à fait normal. Mais on garde quand même en tête que celui qui est jugé au quotidien, c'est l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est confronté tous les jours au regard de ses camarades de classe, c'est l'enfant qui est confronté tous les jours au regard de l'enseignant, et c'est l'enfant qui est confronté tous les jours à votre regard, parce que lorsque du coup il rentre à la maison et qu'il s'est mangé un 5 sur 20, bah du coup c'est lui qui doit assumer le 5 sur 20. Donc nous en tant qu'adultes, en fait, on essaie de le gérer du mieux qu'on peut, c'est tout à fait normal, mais l'enfant, c'est lui qui est vraiment encore plus en difficulté, et c'est lui qui, je fais toujours le comparatif en fait avec, en gros, si l'enfant il a mal au ventre, non, en tant qu'adulte, en fait, on va dire ça va, je gère. C'est bon, on a 1 heure par exemple de rentrée, c'est pas grave et tout, il va pouvoir tenir. Et ouais, mais en attendant, c'est lui qui a mal au ventre. Donc c'est à lui en fait qu'il va falloir trouver vraiment en fait une solution le plus rapidement possible. On peut continuer. Donc ça c'était pour le TDAH. Est-ce que tu veux continuer ou pas avec le TSA? Alors bah, du coup, non, enfin le TSA, hormis comment dire. On a donné déjà les signes d'alerte, comme je disais tout à l'heure, dans la période périnatale, c'est un peu compliqué de pouvoir faire le distinguo entre TSA et TND parce qu'ils ont des modalités d'expression symptomatiques similaires, et donc c'est assez compliqué. Mais si tu veux, on va plutôt parler de la sévérité dans certains domaines clés, où là, concrètement, dans le domaine des interactions sociales, de la communication et des intérêts restreints, vraiment c'est le triptyque des TSA, c'est là-dessus qu'on va pouvoir un peu miser. Si un enfant a des particularités sensorielles un peu plus, comment dire, un peu plus marquées, s'il y a un déficit dans la communication, là encore une fois marqué, et si on remarque qu'il a des intérêts restreints, c'est-à-dire qu'il veut toujours, je sais pas, jouer avec des voitures, il veut pas faire autre chose et il peut passer des heures et des heures et des heures à faire tourner les roues d'une voiture. Donc là, ce sont des choses qui peuvent inquiéter le parent et l'amener justement à consulter un spécialiste, médecin, ou en parler à un psychologue, etc. Et donc pouvoir mettre en place des choses. Mais là, encore une fois, moi, vraiment, pour tout ce qui concerne l'autisme,
j'oriente à fond les familles, les professionnels vers le centre ressources autisme Ouais, les de CRA. France, voilà. Ouais. Et donc, ils ont mis une plateforme en place justement pour les familles, pour les aidants. Donc, c'est une nouvelle plateforme qui a été créée là tout récemment, qui est hyper enrichissante et très bien documentée. Donc, il y a vraiment des ressources de qualité là-dessus. Et voilà, j'oriente vraiment les familles pour tout ce qui concerne l'autisme vers le CRAIF et je pense qu'ils trouveront de quoi faire vraiment. Voilà. Du coup, donc tout en sachant que finalement, en fait, il y a toujours, et tu l'avais dit aussi, hein, il y a des comorbidités en fait, finalement, C'est ça. Alors, entre les différents diagnostics. Et donc, alors, on prend le temps. Alors après, ça c'est ma façon de faire, hein, ouais, mais on n'est pas à la course en fait au diagnostic. Donc, ça veut dire bien que, sûr. alors, on est à la course au dépistage Et aux des interventions. troubles, aux interventions, Ouais, tout ça. Mais voilà, en fait, on évalue d'abord, on prend le temps justement en fait d'évaluer, d'aller voir le professionnel concerné et compétent qui va pouvoir proposer des batteries de tests normées qui vont pouvoir nous dire un peu où se situe l'enfant par rapport à sa tranche d'âge en fonction des différents domaines cognitifs ou en tout cas des domaines par exemple d'interaction sur le plan émotionnel, où est-ce qu'il se situe l'enfant. Et puis après, à ce moment-là, en fait, on va voir un peu comment progresse l'enfant et à ce moment-là, éventuellement, on va pouvoir tendre vers un diagnostic. Carrément. Mais dans l'intervalle, toujours essayer d'outiller les parents au maximum, pouvoir leur donner justement des stratégies de, de faire face, d'accompagnement de leurs enfants au quotidien, en fait. Et du coup, c'est hyper important, en fait, de pouvoir les outiller parce Carrément. qu'eux, ils sont là tout le temps et ils savent pas quoi faire et le temps file. Et voilà. Donc, ça peut être compliqué, en fait, si les parents ne sont pas informés et formés, du coup, parce que ça reste les premiers intervenants quand même. Mais l'idée, c'est qu'on puisse trouver un juste milieu entre la place du parent, mais ça, c'est encore un autre sujet, et la place justement du soignant. Il ne faut pas que les rôles se confondent, même auprès de l'enfant, et il faut rester à sa juste place, quoi. Mais le parent peut largement intervenir et aider au développement de son enfant, évidemment. Est-ce qu'on enchaîne ou pas avec... De toute façon, en fait, on peut le faire genre rapidement, mais là, limite, ça me donne l'idée de vraiment, en fait, je retiens de faire des blagues, hein, parce que moi, du coup, Non, vas-y, t'inquiète, t'as vu, franchement, t'inquiète. je respecte ce que tu m'as dit, voilà. Ouais, je balance. En gros, en fait, je me dis, mais pourquoi, en fait, on ferait pas... Parce que là, franchement, on a grave pris le temps, en fait, tu sais, du coup, de parler, en fait, du développement, Ouais. voilà, de l'enfant, en fait, de 0 à 18 mois. On n'est pas du tout rentré dans les détails parce que c'est vraiment juste pour vous donner des... Mais pourquoi on ferait pas en fait là un Eurolive, mais du coup pas là, mais un autre en fait Ouais. sur vraiment justement TDAH, TSA, les ouais, pour troubles chaque 10. TND, ouais. Ouais, Ouais. carrément. Ouais. Parce qu'il y a 1 milliard de choses à dire en fait. Ah bah bien sûr. 1 milliard de choses à Bien dire. sûr, là l'idée c'est de pouvoir étayer un petit peu, enfin donner vraiment enfin, les grandes lignes quoi. Ouais. Mais évidemment on peut pas rentrer dans les détails pour chaque Non. âge de développement en 1 heure à peine. Non. C'est vrai que la dernière fois c'est exactement en fait ce qu'on s'était dit aussi. Hein. C'est qu'en fait C'est du coup vrai. c'était trop speed et que ouais. Mais ouais, mais en Il y a fait, plein de choses à dire. Ouais, c'est pas de ma faute, tu es un puits de science. C'était le compliment du vendredi soir. Est-ce que du coup on parle un peu quand même des 10, des différents 10, alors sans vraiment justement trop rentrer dans les détails, mais je pense l'importance en fait d'aller voir tel ou tel professionnel. Ouais. Alors les 10 c'est quoi? Donc en fait en gros c'est tout ce qui est les troubles des apprentissages. Troubles des apprentissages, vous avez dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, syndrome dysexécutif. Tout ça du coup ça c'est troubles des apprentissages, d'accord? Tous les diagnostics ne se posent pas forcément en fait au même âge, d'accord? Parce que du coup forcément une dyslexie donc qui concerne par exemple le langage écrit ne va pas pouvoir se poser lorsque l'enfant en fait n'a que 2 ans. Donc pour le coup là l'âge de l'enfant en fait c'est quand même assez important. Je pense c'est important en fait déjà de pouvoir se dire qu'avant l'âge de 6 ans, généralement en fait, qu'est-ce qu'on va en fait observer chez l'enfant, c'est souvent ses capacités au niveau du langage et sur le plan moteur. C'est généralement en fait ce qu'on va observer. Donc au niveau de la motricité fine, est-ce que justement l'enfant en fait est plus ou moins maladroit, est-ce que l'enfant parvient plus ou moins en fait à faire les activités que carrément on leur demande de faire en classe.
je sais pas, par exemple, une petite section maternelle, on va vous apprendre, enfin, on apprend aux enfants à tracer des lignes tout droites. On va faire un peu de peinture, puis après, du coup, en maternelle, on fait un peu de découpage, de la pâte à modeler, on va mettre des perles, On fait des perles. on fait des perles, on va jouer avec le sable, on va jouer avec... Donc, en fait, on apprend aux enfants à pouvoir manipuler des différentes textures. Tout ça, en fait, ça va être du coup super intéressant parce qu'en fait, on va voir un peu comment l'enfant en fait, fait pour se débrouiller. Pareil d'ailleurs, en fait, à la maison, hein, vous allez très bien observer, en gros, comment l'enfant, par exemple, euh, va jouer avec les ballons, va jouer avec les voitures, Donc tout ça, en fait, ça peut être des signes de, ah bah, est-ce que, par exemple, mon enfant, plus ou moins, présenterait ou pas une certaine maladresse? À ce moment-là, le mieux, ça serait typiquement en fait, d'aller voir un ergo, une psychomote, pour qu'un bilan justement soit effectué et qu'on puisse voir un peu donc quelles sont les compétences de l'enfant par rapport à sa tranche d'âge. Au niveau du langage, alors du coup ça c'est important aussi, c'est que pour tous les troubles des apprentissages, vous avez différents niveaux de sévérité des 10, et puis vous avez également différentes sous-formes en fait de 10. Il n'existe pas qu'une seule forme de dyspraxie, il n'existe pas qu'une seule forme de dyslexie. Il en existe je ne sais pas combien. Donc ça, c'est pour le coup, c'est important aussi d'aller voir le professionnel concerné. Dyslexie, en gros, ça concerne le langage écrit. Dyslexie, ça peut être plus ou moins du coup lié en fait aussi. Alors du coup, c'est du langage écrit, mais le langage écrit souvent aussi a un lien avec le langage oral. Là, pour le coup, du coup, dédicace aux orthophonistes. C'est les orthophonistes qui me l'ont dit. Donc en fait, typiquement, lorsque donc l'enfant pourrait présenter en fait donc éventuellement des difficultés en tout cas sur le plan du langage écrit ou oral, on va voir justement en fait une orthophoniste qui fera donc le bilan adapté pour voir un peu où se situe l'enfant par rapport à sa tranche d'âge. Qu'est-ce que du coup donc on a dit ah oui, dysgraphie, alors dysorthographie aussi. Donc dysorthographie, c'est quoi? C'est donc trouble en fait au niveau de l'orthographe. Ça veut dire que l'orthographe, vous avez beau en fait travailler tout ce que vous voulez en fait 10 heures avec l'enfant même sur l'orthographe de certains mots, l'enfant a du mal à pouvoir enregistrer l'orthographe de ces mots. Donc, c'est-à-dire que vous aurez beau travailler l'orthographe de ces mots-là avec l'enfant, ça restera compliqué. Donc, ce n'est pas la faute de l'enfant, ce n'est pas non plus de votre faute. Et là, pour le coup, limite, ça en devient contre-productif de travailler en fait autant d'heures avec l'enfant. Parce que non, ce n'est pas normal qu'on passe 2 heures à faire les devoirs avec un enfant qui est au CP ou qui est au CE1. Ce n'est pas normal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et on garde en tête aussi que si l'enfant en fait n'y arrive pas, alors il va essayer de vous le faire comprendre, mais plus ou moins à sa façon. C'est qu'en fait, soit il va être dans l'évitement le plus total, il va faire des crises, il va être super réfractaire, il va vous trouver 1 milliard d'excuses pour ne pas faire ses devoirs, ou à l'inverse, il va essayer en fait de cacher ses difficultés. Ça aussi, il y a énormément d'enfants qui le font. Typiquement, l'enfant qui va avoir du mal, par exemple, à lire. Pour lui, c'est difficile de pouvoir décoder comme ça là, les lettres, les syllabes, réussir en fait à comprendre quel mot il est en train de lire. Bah, en fait, il va mémoriser. Il va mémoriser le texte en essayant en fait de bluffer l'adulte. Voilà. Donc c'est là où aussi, encore une fois, donc nous en tant qu'adultes, en fait, il faut qu'on soit juste ultra attentif et vigilant par rapport à ça et qu'on essaye vraiment en fait de voir si l'enfant présenterait ou pas d'éventuelles difficultés. En sachant que justement, si l'enfant normalement ne présente pas de difficultés, normalement, il a tout intérêt en fait à rendre fier ses parents, à rendre fier la maîtresse, à être fier lui-même vis-à-vis de ses camarades de classe en disant moi je sais compter jusqu'à tel chiffre ou tel nombre, moi je sais lire aussi vite que ça, moi j'ai appris ça, moi je cours le plus vite possible, donc normalement l'enfant en fait il est comme ça. Donc en tout cas il n'adopte pas cette posture-là, c'est que peut-être il y a quelque chose justement qui pose problème et qui l'empêche de. Donc c'est là où pour le coup en fait on va vraiment être vigilant et essayer de comprendre que présente l'enfant. Le neuropsy, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue donc de façon globale finalement les fonctions cognitives. Il propose également donc le bilan de l'efficience intellectuelle. Et du coup, pourquoi je parle de l'efficience intellectuelle? C'est vraiment juste pour faire mini aparté sur le haut potentiel, qui n'est pas donc un trouble neurodéveloppemental, mais en gros le haut potentiel, forcément en fait c'est aussi une forme de particularité sur le plan cognitif. Et du coup, comme c'est une particularité sur le plan cognitif, bah, typiquement donc l'enfant va avoir une certaine appétence pour la lecture, va la plupart du temps avoir des difficultés sur le plan graphique parce que finalement en fait ça va trop vite ici, donc il n'a pas le temps en fait, il n'a pas envie de prendre le temps de devoir passer par l'écrit. Comme il ne passe pas par l'écrit,
il n'améliore pas sa qualité graphique et comme il n'aime pas faire quelque chose dont il n'est pas bon, bah finalement en fait il n'a jamais en fait une bonne écriture. Il a de très bonnes capacités de mémorisation, d'excellentes capacités de logique, une pensée en arborescence. Et généralement, en fait, l'enfant au potentiel, alors même s'il y a différents niveaux de potentiel, puis il y a différentes formes d'expression de potentiel, l'enfant va s'ennuyer en classe. Et comme en fait il s'ennuie en classe, bah, ça amène en fait justement en fait à d'autres problématiques aussi. Sur le plan comportemental, vous allez avoir ceux qui sont totalement désinhibés et qui en fait vont vous dire tout plein de choses qui vont avoir un comportement tout à fait inadapté, qui vont provoquer l'adulte, qui vont tester les limites, ce genre de choses. Vous avez à l'inverse ceux qui sont juste ultra inhibés et qui en gros en fait présentent une énorme forme d'anxiété, mais en fait en gros qui cachent ça. Donc en fait, il va adopter au contraire la posture en fait plutôt immature du bébé. Je fais le bébé, comme ça je me dis que l'adulte en face va attendre moins de moi parce que justement en fait je suis plus jeune que mon âge. Donc une anxiété de performance qui peut les amener à de nouveau en fait avoir des problèmes d'inattention ou à avoir un énorme manque de confiance en eux, dévalorisation, tout ça. Donc ça, en fait, finalement, en fait, c'est des besoins spécifiques que peut présenter l'enfant et qui peuvent amener malheureusement à ce que l'enfant n'évolue pas, en tout cas ne se développe pas, entre guillemets, normalement. Et c'est là où, pour le coup, donc l'adulte doit être ultra vigilant et se dire, et doit voir, en fait, ok, je fais attention à comment, en fait, se présente mon enfant et quels sont les besoins spécifiques de l'enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Du coup, alors TSA, tu en as parlé, TDAH, on en a parlé, du coup, au potentiel, on en a parlé, les 10, on en a parlé, vraiment de façon super rapide, mais je pense qu'on prendra le temps, en fait, finalement, de le faire aussi de façon un petit peu plus détaillée, parce qu'il y a plein de choses à dire. Est-ce que tu veux ou pas parler quand même brièvement des facteurs des facteurs à haut risque de développer un trouble du neurodéveloppement, oui. On parle de facteurs à haut risque, on parle de facteurs précipitants ou prédisposants. Donc, très bon choix de macaron. Typiquement, j'ai appris que la durée allait fermer. Ah! Ouais, j'étais un peu dégoûtée. Il serait temps alors de. Ouais, d'aller dévaliser. Je vais faire un jeu de mots avec temps et durée, mais ça va pas marcher. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des facteurs prédisposants, hein, des facteurs à haut risque de développer un trouble du neurodéveloppement, ce qui devrait amener les professionnels et les familles à être d'autant plus vigilants que la normale. Donc, par exemple, s'il y a déjà un frère ou une sœur dans la fratrie qui a un trouble du neurodéveloppement. On sait que par exemple, tout ce qui est exposition prénatale à un toxique, comme on disait tout à l'heure, que ce soit à l'alcool ou à des drogues ou à certains antiépileptiques, tout ce qui est les grands prémas. Tu lis les questions, c'est ça? Ouais. Je lis les commentaires de Cindy. Ok. Ouais. Donc, tous les grands prémas, donc les petits poids de naissance inférieurs à 1,5 kg. J'arrive pas à me concentrer. Et donc, tout ce qui est les anomalies cérébrales, les méningites, voilà, ce sont vraiment des facteurs à haut risque de développer des troubles du neurodéveloppement. Tout ce qui est syndrome génétique aussi, en fait, tout ce qui peut en fait toucher l'enfant soit durant la grossesse ou soit juste après, sans parler évidemment des facteurs environnementaux, les grandes précarités, etc. Donc, voilà. D'où l'importance finalement en fait de ce premier rendez-vous, encore une fois qu'on appelle l'entretien d'anamnèse, qui permet de pouvoir revenir sur le parcours et développement de l'enfant. Ça c'est hyper important. Alors c'est sûr que du coup en tant que parent, en fait, on se dit il va encore me demander comment s'est passée la grossesse, il va encore me demander est-ce qu'il a fait ses nuits ou pas rapidement, ce genre de choses. Évidemment en fait que du coup c'est fatigant en fait de devoir rappeler tout ça. Bien sûr. Mais c'est important quand même en fait pour le professionnel de savoir un peu justement en fait comment se sont déroulés les mois de grossesse. Et, je vois qu'on se fait plaisir. Pourquoi pas. Comment se sont déroulés les mois de grossesse, comment s'est passé l'accouchement. Alors, même si par exemple, du coup, l'accouchement en fait c'est ultra mal passé et que ça a été super long, ça veut pas dire qu'après, du coup, demain, en fait, il y a forcément un TND, hein, loin de là. Ça se trouve, en fait, les mois de grossesse se sont très très mal passés et en fait, l'enfant va juste super bien. Donc, c'est encore une fois, en fait, on n'est pas du tout dans ce discours culpabilisant en fait et culpabilisateur de ah oui, non, c'est sûr que c'est la faute. Loin de là, au contraire, justement, au contraire. Mais c'est quand même en fait important de savoir un peu voilà, comment se sont déroulés en fait les mois de développement de l'enfant
Parce que, mais c'est comme par exemple, c'est important aussi de savoir bah, quel type de bilan a fait l'enfant avant d'arriver jusqu'à notre bureau, par exemple. Tout ça, en fait, ça, c'est super important. Encore une fois, en tant que parent, vous restez décideur en fait, de ce que vous voulez ou pas pour votre enfant. Le professionnel, il n'a pas le droit de vous imposer quoi que ce soit. Bien sûr. Nous, on est là pour conseiller, pour prévenir, pour sensibiliser, Orienter. pour orienter. Et puis après, du coup, en tant que parent, vous restez décideur de ce que vous voulez ou pas pour votre enfant. On travaille encore une fois en fait en équipe avec les parents, avec les différents professionnels, avec l'école. Il faut aussi prendre le temps d'échanger avec les enseignants. Parce qu'évidemment, du coup, les enseignants aussi passent 8 heures par jour Bah, avec l'enfant. Donc forcément, en fait, c'est une ressource plus que fondamentale et on est obligé aussi de s'appuyer sur le retour des enseignants. Mais si, je crois beaucoup en fait au bon sens, hein, finalement, c'est que si en tant que parent, vous vous dites, ok, là, il y a peut-être quelque chose, entre guillemets, qui ne va pas. Alors même si, évidemment, en fait, que du coup, c'est super violent en tant que parent, parce que, bah oui, ça touche votre enfant. Mais en fait, on se dit, bah voilà, on va quand même en fait aller consulter parce que peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que ça y est, c'est parti pour exactement. des années de prise en charge ou que ça y est, c'est sûr, en fait, il y a un diagnostic qui est posé. Pas du tout. Ça se trouve, en fait, justement, oui, peut-être il y a un retard dans tel domaine, mais il n'y a pas forcément un trouble. Peut-être que l'enfant a un niveau qui va être un tout petit peu inférieur à la moyenne, sans que forcément même en fait on puisse parler de retard. Mais c'est quand même important en fait de le savoir pour savoir après en tant qu'adulte sur quoi en fait on doit investir et faire des efforts pour permettre à l'enfant, donc au principal intéressé, au principal concerné, de pouvoir se développer dans les meilleures conditions. J'ai